Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauli. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des événements qui auront marqué la semaine, le Forum de la presse en a essentiellement retenu 4. La 10e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger, réunion au cours de laquelle une commission ad hoc a été mise en place pour gérer les dossiers de Kidal, la marche des jeunes de Tombouctou en faveur de l'installation d'autorités intérimaires, l'opération de déguerpissement en cours, le déguerpissement donc des commerçants en cours à Bamako et la grève des magistrats qui s'achève aujourd'hui même. Pour revenir sur tous ces événements, nous avons invité 4 journalistes. Souleymane Drabo, il est éditorialiste au quotidien national l'Essor, il sera en ligne. Ami Sanogo de l'Intel Bamako sera également en ligne. Ici présent dans ce studio, Hassan Kone de notrenation.com. Hassan Kone, bonsoir. Et Youba Konaté de Zenith Ballet. Monsieur Konaté, bonsoir. Bonsoir. Présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. C'est dans un climat de tension que s'est tenue la 10e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger. Une tension qui a résulté donc des affrontements entre les combattants du Gatia et ceux du ICA et qui ont fait d'ailleurs des morts et des blessés de part et d'autre. Il rien d'étonnant donc que le dossier de Kidal ait occupé une place importante dans les débats dès les premiers jours de la réunion, la 10e réunion donc du CSA. L'option qu'on a trouvée pour traiter les dossiers de Kidal, c'est donc la mise en place d'une commission ad hoc. Est-ce une bonne option selon vous? Nous adressons la question à M. Drabo Souleymane, qui est donc éditorialiste à l'Essor. M. Drabo. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne option, mais c'est la seule option en fait qu'avait le comité de suivi de l'accord pour intervenir sur le dossier de Kidal. Parce que le dossier de Kidal, il est très embêtant pour toutes les parties, parce qu'il crée un contentieux taille dans l'application de l'accord, alors qu'il était convenu que toutes les parties signataires s'engageaient à respecter un cessez-le-feu et à rester sur leur position pendant l'application de l'accord. Mais il se trouve que la situation de Kidal, c'est une situation vraiment spéciale. Elle est spéciale parce que la coordination juge que c'est son fief. Le Gatia et la plateforme estiment que cette ville fait partie aussi des zones où leurs mandants, leurs combattants, leurs militants résident. Donc ils ont un droit de regard, ils estiment avoir un droit de regard sur la gestion de la cité. Et depuis l'entrée du Gatia à Kidal, on sentait bien qu'il y avait un baril de poudre, mais qui était prêt ou non à exploser. Personne n'aurait pu dire à quel moment ça allait se faire. Donc je crois qu'aujourd'hui, le contentieux est que la commission ad hoc, je ne vois pas trop par quel bout elle va prendre ce problème-là, parce que l'accord actuel qui existait entre le Gatia et la coordination était un accord négocié. C'est vrai au départ un peu avec l'entre-gens du gouvernement, mais à l'arrivée, c'est un pacte qui a été signé à Néfis et qui organisait une espèce de partage du pouvoir à Kidal. Et ce partage du pouvoir n'a jamais pu entrer dans les faits en réalité, si on en croit les protagonistes de part et d'autre. Donc moi, je pense que le CSA n'avait pas d'autres grands moyens d'intervenir, mais je m'interroge un peu sur l'efficacité de la commission ad hoc qui a été mise en place. Alors, nous allons vous retrouver dans un instant, M. Drabo. Retour dans ce studio pour poser cette question à Hassan Kone. Dites-nous, M. Kone, peut-on fonder de l'espoir sur cette commission ad hoc? Et personnellement, je dis que je suis très sceptique. Je suis très sceptique parce qu'il est clair que depuis le début de cette crise, et on a constaté que tout ce qui est décidé entre eux est mis en cause quelques jours après. La preuve, c'est qu'on a observé à Kidal, les combats à Kidal, et se sont déroulés immédiatement dès leur retour de Niamey, où ils étaient allés sceller une certaine entente. Donc, même cette commission ad hoc qui est mise en place, je doute fort qu'elle puisse régler ce problème-là de fond. Parce que ce problème est très sérieux.
En ce sens, quand vous écoutez, il y a une interview qui a été publiée dans la presse avant-hier et hier concernant ce leader Tamashek de la zone de Gao, qui dit par exemple que pour rien au monde, ils ne vont laisser Kidal. Parce qu'ils estiment que le gouverneur est déjà Ifogas et que l'autorité intérimaire qu'on veut mettre en place ne doit plus être chapeautée par les Ifogas. Donc, une solution devient un problème parce qu'on avait estimé qu'en mettant en place les autorités intérimaires, on allait résoudre le problème. Mais il se trouve qu'aujourd'hui que la mise en place de ces autorités intérimaires est à la base de ces conflits communautaires dans cette zone. Et moi, je me pose la question, est-ce que la solution des autorités intérimaires est vraiment une solution indiquée dans un contexte démocratique? Une commission ad hoc pour essayer de régler l'équation, le problème donc de Kidal, est-ce vraiment une option? C'est la question que je vais poser donc à Ami Sanogo de l'Inter de Bamako qui est en ligne. Ami, comment voyez-vous le travail de cette commission ad hoc? Je crois que cette commission ad hoc n'apportera rien à la paix, quoi. N'êtes-vous pas un peu trop optimiste, Ami? Trop pessimiste, disons? Je suis trop pessimiste parce qu'il y a eu l'accord d'Alger. Si que l'accord d'Alger n'a pas pu résoudre, je vois mal qu'une commission ad hoc pourra résoudre, quoi. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a eu assez de conciliabule autour de Kidal. L'enjeu aujourd'hui, c'est Kidal. C'est Kidal même le nez cornélien de la crise, de cette crise malienne aujourd'hui, quoi. Donc, la mise en place des autorités intérimaires est déjà compromise. Ça, il est impossible de mettre en place ces comités, ces autorités intérimaires à Kidal. Parce que qu'est-ce qui se passe à Kidal? Kidal maintenant est en train de basculer vers une sorte de guerre civile qui ne dit pas son nom en réalité. Parce que maintenant, on voit qu'il y a les Ifogas et les Ilgas qui sont montés les uns contre les autres. Ces deux ethnies-là sont en position de guerre aujourd'hui. C'est l'État qui doit s'investir. Si l'État n'est pas capable de s'investir pour mettre fin à cette crise à Kidal, moi je ne vois pas comment une commission ad hoc pourra être l'objet d'une paix entre ces deux ethnies-là. Moi je suis très pessimiste pour que ces gens-là puissent accorder leur violon. Alors, ça, c'est mon point de vue. Alors, on va vous retrouver également, Ami, dans un instant. Vous, Yuba Konaté, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à la place de cette commission? Est-ce qu'il y avait un autre choix? Merci, M. Fama, de me permettre de donner mon avis sur la question. Moi, je pense qu'à ce niveau, c'est vraiment, comme l'a dit l'autre, la marge de manœuvre des acteurs est assez étroite. Parce qu'en ce sens que, vous voyez, la confrontation venait juste de dégénérer, juste après que ces deux parties-là soit arrivé de Niamey pour à la suite de conciliabule qui avait même été soldé par un communiqué et des points d'accord, tout ça. Donc c'est juste à la sortie, à leur arrivée de Niamey qu'il y a eu cette explosion de violence-là. Donc tout de suite, ce qu'il fallait faire, c'était quand même trouver d'abord un cadre, dans un premier temps, un cadre pour que les gens puissent se parler. Je pense que la commission ad hoc va dans ce sens-là. Trouver un cadre pour que les gens puissent se parler. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que la commission ad hoc va apporter les solutions pour Kidal? Je n'en suis pas sûr. Parce que, comme on peut, quand vous suivez un peu le développement, l'historique des événements de cette zone-là, vous comprenez qu'il y a un problème de fond. Et le problème de fond, il n'est pas traité. Il va falloir que, au-delà des accords, au-delà de la volonté, n'est-ce pas, de l'accord d'Alger de mettre en place des autorités intérimaires, à un moment donné, il va falloir qu'on rediscute du fond de Kidal. Et comme l'a dit madame, c'est vraiment le nœud cornélien de l'histoire. Il va falloir qu'on trouve une solution spécifique pour Kidal, au-delà, n'est-ce pas, de l'accord de, comment dirais-je, d'Alger. Comment on va agencer tout ça? Moi, je ne sais pas. C'est aux acteurs de réfléchir. Parce que si on veut arriver à la paix,
si on veut arriver à une mise en place, une mise en application de l'accord d'Alger, il va falloir trouver cette solution intermédiaire-là d'abord pour Kidal, parce que les gens sont arrivés aujourd'hui à des positions qui sont assez tranchées, et si on ne prend pas garde, ça peut dégénérer et ça peut être très grave. Voilà, c'est ce que moi je voulais ajouter pour moi. Nous allons à présent joindre Souleymane Drabo qui est en ligne. Alors, Monsieur Drabo, comment appréciez-vous la situation sur le terrain? Elle semble calme, mais il y a des habitants quand même qui craignent une reprise des combats. C'est une crainte fondée? Oui, c'est une crainte fondée. Vu ce qui s'est passé il y a quelques jours. Mais je pense que du côté du suivi de l'accord, on a un peu discuté de cet aspect des choses. Il n'y a pas que la commission ad hoc qui a été mise en place. Le gouvernement et puis la coordination ont proposé d'accélérer la mise en place du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination de Kidal, et d'accélérer la mise en place de la patrouille mixte, des patrouilles mixtes de la zone de Kidal. Donc ça pourrait constituer une partie de la solution, parce que ça remettrait ensemble la coordination, la plateforme et le gouvernement au sein de troupes conjointes qui patrouilleraient dans la zone pour assurer un minimum de sécurité, qui d'abord sécuriserait la ville de Kidal et ses habitants. Donc ça, c'est déjà, si jamais on arrive à accélérer la mise en place du MOC, c'est déjà un début de solution. Moi aussi, j'ai écouté les autres intervenants, mais je pense que les gens n'ont pas bien lu les résultats d'entretien, des pourparlers de Niamey. Si vous relisez le texte des résolutions de Niamey, vous verrez que c'est la copie conforme du texte de l'accord, de l'entente qui avait permis au Gatia de rentrer dans Kidal il y a quelques mois. Exactement point pour point les mêmes arrangements. Donc je pense qu'il ne s'est pas passé grand-chose à Niamey. Sur cette matière sur cette matière, les raisonnements rationnels ne tiennent pas une grande place. Vous voyez que toutes les réactions des protagonistes, ce sont des réactions passionnelles. C'est des réactions avec des réflexes ethniques, avec des réflexes religieux, avec des réflexes communautaires, avec des réflexes régionalistes, avec des réflexes personnels. Donc ça échappe un peu au raisonnement rationnel auquel on devrait s'attendre à ce niveau de responsabilité. Hassan Kone. Et oui, je suis entièrement d'accord avec l'analyse du doyen, mais moi je constate que il faut qu'on admette enfin quelque chose. Hein. Le Mali est pris en otage par Kidal. Le Mali est pris en otage par Kidal. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on essaie d'analyser la cause de cette crise du nord du Mali qui part toujours de Kidal. Donc quand on arrive à cette analyse, on constate qu'à un moment donné, on pouvait dire que la crise pouvait s'expliquer par la succession de Feu Ntala. Parce qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'il y avait des petits leaders qui voulaient pointer le nez dans la zone pour se positionner dans cette succession. Mais cette succession étant déjà gérée aujourd'hui, tout le monde sait qui a succédé au vieux Ntala. Il y a une nouvelle problématique qui se pose aujourd'hui, qui est cette gestion de la ville de Kidal que les gens s'organisent à travers des communautés pour revendiquer. Donc moi je me dis, il faut qu'on soit clair. On ne pourra pas gérer ce problème-là en dehors d'une démarche démocratique. Si vraiment on est dans une démocratie, on réunit les conditions d'élection apaisées et que la majorité se dégage, le maire sera élu, les députés seront élus, ils vont gérer la zone. Mais tant qu'on ne sort pas de ça, c'est des petits arrangements on veut faire des petits arrangements. En réalité, on est dans une démarche de petits arrangements depuis l'accord d'Alger. C'est des petits arrangements. Et avec les petits arrangements, c'est clair qu'on ne va pas arriver à une solution parce que ceux qui tiennent déjà l'hégémonie de la zone ne veulent pas lâcher. Et il y a des gens qui estiment que démocratiquement en nombre, et ils estiment qu'ils peuvent gouverner la zone. Voilà toute la problématique. Donc la démocratie peut être une solution. Il faut qu'on aille à des élections claires à travers tout le Mali. Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le forum de la presse qui reste donc sur le premier volet que nous avons abordé, à savoir la création, la mise en place d'une commission ad hoc lors de la 10e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger. Alors, nous avons donc écouté Hassan qui s'exprimait sur la situation sur le terrain. À présent, nous allons joindre Ami Sanogo. Alors, Ami, un responsable du GATIA, en l'occurrence son secrétaire général adjoint Ambala Ag Amzata, disait ceci: on ne peut y rien entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord s'il n'y a pas la paix entre les deux blocs, à savoir la CMA et la plateforme qui s'affrontent sur le terrain, et tant que la question de Kidal n'est pas tranchée, ce qui veut dire qu'il urge de trouver une solution. Mais comment résoudre l'équation de Kidal selon vous? L'équation de Kidal est simple, parce que Kidal, c'est Yad. Je crois qu'il est temps maintenant que le gouvernement essaie de prendre langue avec Yad et à Kidal. Parce que, comme le jeune frère Hassan Kone l'a dit, il ne faut pas négocier avec des petits groupes. Il faut aller maintenant, il est temps d'aller maintenant à la source, à la racine, discuter avec Yad, parce que c'est Yad qui tient tous ces groupuscules d'associations, de mouvements rebelles et réfugiés à Kidal. Donc maintenant, il faut que le gouvernement essaie de prendre langue avec Yad, comme vous l'avez bien dit que Intala est mort, mais Intala a été remplacé par quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est Yad qui le tient. Donc maintenant, il faudra qu'on aille à des négociations très ouvertes. Même s'il y a le gouvernement, même s'il y a lieu d'aller vers une concertation sur Kidal, une concertation nationale sur Kidal, cela vaudra mieux que les accords ou bien un comité ad hoc. Parce que l'équation de Kidal ne peut pas être résolue sans Yad. Alors Yad parle, l'équation Yad est très simple. Yad parle aujourd'hui du charia. Le Mali est à 90% musulmans. Donc s'il parle de charia, on met le dossier charia sur la table de la négociation et on parle franc. On se parle franchement. Il faut se dire la vérité ce jour-là, avec tenir la vérité. Le langage de la vérité doit être tenu ce jour-là. Donc on ne peut pas négocier sans lui. Ces jeunes-là, parce que maintenant, Kidal est devenu un enjeu très important, il faut marchander. Et chaque groupe veut marchander, avoir de l'argent. Gatia, plateforme, ce sont les mêmes fils d'un même territoire. Comment ils ne peuvent pas s'entendre sur quoi? Ça veut dire qu'il y a un enjeu qui est là. C'est un problème qui est là. Sinon, Kidal, la ville de Kidal ne dépasse pas le petit quartier de Daslam. Moi, je ne vois pas pourquoi les mêmes fils d'un même territoire ne peuvent pas se parler, ne peuvent pas s'entendre sur l'essentiel qui est le Mali. Les Maliens ont trop souffert aujourd'hui. Quand je vois l'actuel ministre de l'artisanat, il a été élu conseiller au conseil municipal de Kidal, mais le MLA a refusé qu'elle siège. Maintenant, elle est ministre du gouvernement. Est-ce qu'elle peut rentrer à Kidal? Est-ce qu'elle peut aller représenter le gouvernement du Mali à Kidal? C'est tout un tas de questionnements. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, Kidal, il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité. Il faut que le gouvernement parle le langage franc. Il faut que le gouvernement s'assoie avec le MLA, la plateforme et d'autres personnalités du pays pour qu'on tranche pour une fois de bon. Parce que l'autre Trabo dit que c'est des ambitions personnelles, c'est des avis personnels que ces groupes-là dégagent. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la crise. Si chacun défend ses intérêts personnels, on va vers, si on ne fait pas attention, on va directement vers une guerre civile. Il ne dit pas son nom. Parce que déjà, le Gatia a pris sa position, le MLA aussi a dit que le Gatia ne rentre plus à Kidal. Donc il faut savoir lire dans le comportement des hommes, il faut savoir lire dans le langage, les propos des gens. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas de bonne foi. Quand bien même le gouvernement est de bonne foi à signer des accords, à créer des comités ad hoc pour aller négocier. Mais quand les négociateurs, quand les négociants, celui avec qui on va négocier, n'est pas de bonne foi, ça veut dire que tout va à l'eau, tout va à l'eau. On vous attend. Voilà.
Voilà. Youba Konaté, on voit que c'est donc l'impasse. Comment sortir vraiment de cette impasse? Merci Fomba. Moi je pense que c'est comme les uns et les autres l'ont proposé, c'est vraiment la discussion. Mais je ne suis pas d'avis comme ma consoeur amie qui pense que le gouvernement... Moi je pense que le rôle du gouvernement est très minime là-dedans. C'est vrai, nous sommes au Mali et il ne faudrait pas aussi, n'est-ce pas, faire fi de la situation que nous vivons aujourd'hui. Une situation qui ne dit pas son nom. Nous sommes pratiquement sous tutelle aujourd'hui. Donc le Mali est pratiquement sous tutelle. Et pour ce qui est de cette région, vous comprenez déjà qu'il n'y a aucune présence même de l'État au niveau de la ville de Kidal. Parce que c'est d'abord même une honte que l'on part, n'est-ce pas, de la situation, on parle de la situation de Kidal en termes de gestion des affaires publiques entre deux communautés. Donc vous comprenez déjà que l'État n'est pas à ce niveau-là. Donc je pense que le rôle de l'État est très minime là-dedans. C'est sûr que l'État du Mali, on ne peut pas l'enlever de la gestion de Kidal, mais la réalité des choses à Kidal aujourd'hui est détenue par ces deux communautés-là. Et il va falloir que ce soit ces deux communautés qui discutent d'abord et arrivent, n'est-ce pas, bien sûr, avec l'État du Mali qui reste central dans le processus, avec un rôle minime. C'est sûr que l'État du Mali est central, mais son rôle est minime là-dedans. Et c'est les deux communautés-là qui doivent, comment dirais-je, vraiment arriver à se comprendre et qu'on se mette dans une dynamique de partage du pouvoir. Puisque l'enjeu, c'est ça. C'est vraiment une lutte de pouvoir. Les gens luttent pour le pouvoir. Et tout le monde se dit que nous sommes à un tournant. Si jamais vous ratez le tournant, vous êtes dans le décor. Donc, les uns et les autres sont en train de se positionner pour rester, ou du moins, en tout cas, avoir une part assez substantielle de ce partage de pouvoir-là. Il faudrait que les uns et les autres le comprennent et que maintenant, ceux qui jouent les arbitres puissent bien jouer aussi pour qu'on reste dans cette dynamique-là. Que vraiment, véritablement, on partage le pouvoir entre ces deux communautés. Parce que entre les uns qui se considèrent être les gestionnaires traditionnels du pouvoir à ce niveau et que les autres qui se disent que désormais nous sommes majoritaires dans la zone, il faudrait qu'on trouve une médiane entre ces deux-là pour que le partage du pouvoir soit effectif dans la zone. Et je pense que c'est la solution qui peut permettre à la situation de Kidal d'être apaisée et de permettre à l'ensemble du processus de reprendre. Contrairement, n'est-ce pas, il y a, comment dirais-je, le doyen Drabo qui a parlé d'un aspect là, c'est par rapport aux résolutions de Niamey. Moi, j'ai fait allusion à Niamey parce que Niamey, même si c'est la copie conforme de l'autre discussion qui avait été de l'entente entre les deux communautés, mais c'était une manifestation quand même de la volonté de ces deux-là de se retrouver et de parler, de continuer à parler. C'est ce qui est important. Et c'est moi, ce que je retiens de Niamey, c'est vraiment ça. La volonté des acteurs, parce qu'ils étaient tous à Niamey pour discuter et se dire que voilà, on a paraffé, mais 2 jours après, voilà, c'est l'explosion. On va à présent suivre la réaction de Suleiman Drabo qui est donc en ligne. Monsieur Drabo. Oui, mais en fait, on dit un peu la même chose, sauf sur IAD. Bon, les autorités intérimaires, elles font partie de la solution à Kidal, parce qu'on parle, dans le cas de Kidal, d'un processus. Et les autorités intérimaires sont censées installer une certaine sérénité, le retour des services sociaux de base et la préparation des élections. Ce qui nous ramène au problème de la démocratie évoqué par un confrère. Donc les autorités intérimaires font partie de la solution. Mais le début de la solution aujourd'hui, c'est vraiment le retour de la sécurité dans la zone et pour les habitants de la zone. Et le retour de la sécurité, ça passe vraiment par la mise en place des patrouilles mixtes et du retour de l'armée malienne dans la zone. Alors, M. Drabo, une question à laquelle les groupes armés accordent quand même beaucoup d'importance, c'est la mise en place des autorités intérimaires auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure. Les jeunes de Gao ont récemment marché contre l'installation de ces autorités. Alors, les jeunes de Tombouctou avaient alors marché pour soutenir ceux de Gao, mais ces mêmes jeunes de Tombouctou ont marché cette semaine pour soutenir les autorités intérimaires. Comment comprendre cela, M. Drabo? Bon, en fait, la marche des jeunes de Gao, elle était suscitée par l'inquiétude. La première inquiétude, c'est les autorités intérimaires. Il ne faut pas que des personnes qui
qui ont déjà commis des exactions dans des villes et sous prétexte qu'ils appartiennent à des groupes armés, viennent se réinstaller à la tête des circonscriptions des régions du Nord. Et la deuxième inquiétude, elle est liée au DDR. Parce que la situation de réinsertion, le problème de la réinsertion des anciens combattants, en fait, c'est un problème qui se pose à tous les jeunes du Mali qui sont en recherche d'un emploi. Tout le monde cherche un emploi aujourd'hui. Et tout le monde a à l'esprit ce qui est arrivé lors des accords précédents, une insertion en masse dans la fonction publique des anciens combattants des groupes armés. Donc aujourd'hui, tout le monde veut profiter, si vous voulez, des dividendes de la paix, que ce soit à Gao, Tombouctou ou bien à Bamako, Kaïsérou, où vous voulez. Bon, sous la première peur des autorités intérimaires, je crois que si on lit bien le texte qui institue les autorités intérimaires, on voit que dans les municipalités qui fonctionnent, les municipalités changent juste de nom pour prendre le nom d'autorité intérimaire avec les mêmes membres qu'avant. Et là où l'accord entre le gouvernement et les deux groupes armés pour installer des autorités intérimaires intervient, c'est dans les collectivités où il y a eu défection par le fait de l'occupation ou bien des violences des municipalités. Voilà, donc je crois que les gens de Tombouctou, après avoir eu des explications, les jeunes de Tombouctou ont compris que, bon, au moins sous la ville de Tombouctou, les gens n'étaient pas en danger de voir des anciens tortionnaires venir à la tête de la circonscription. Donc, les jeunes, on comprend que les jeunes, après avoir marché pour soutenir les jeunes de Gao, ils ont aussi marché pour soutenir le gouvernement. Alors, Hassan Koulé, vous êtes certainement intéressé à ce dossier et la marche des jeunes de Gao pour soutenir l'installation de l'autorité intérimaire. Votre lecture de cet événement? Oui, bon, ma lecture est toute simple. Hein. Comme l'explique le doyen, sûrement, il y a eu beaucoup plus d'explications. Et bon, il peut y avoir deux hypothèses. Hein. Sûrement, les jeunes ont été beaucoup plus sensibilisés, plus informés. Ils ont mieux compris et la démarche et ils acceptent, ils soutiennent. Ou peut-être, comme on le sait dans ce pays, sûrement, ils ont été démarchés d'une autre manière. Et certains ont marché. Ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de Tombouctou qui a marché. Donc là aussi, on peut être un peu sceptique là-dessus. Mais je me dis, les autorités intérimaires, c'est une solution. Mais on constate qu'au niveau de Kidal, la solution pose problème. Parce que deux communautés revendiquent le poste suprême de l'autorité intérimaire. Comment régler ce problème-là sans élection? Et on veut désigner. Voilà ma préoccupation. Donc je me dis, les autorités intérimaires, pour finir, qui ont été, enfin, dans un contexte démocratique, moi je suis un peu surpris que la communauté internationale veuille même aller dans des démarches de désignation sans mettre en place les mécanismes de consultation populaire. Je suis un peu surpris. Je ne sais pas quel genre de démocratie ils veulent tailler pour nous autres ici. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Les jeunes de Tombouctou qui ont donc récemment marché pour soutenir l'installation des autorités intérimaires, ces mêmes jeunes qui avaient auparavant marché pour soutenir Sédégao qui cette fois-ci avait marché contre en fait ces mêmes autorités intérimaires. Ami Sanogo, c'est un changement certainement de position, mais qui a son explication, c'est que certainement les jeunes maintenant ont mieux compris la situation qui est là. Est-ce votre avis? Je ne m'explique pas. Parce que ça me faisait rire d'ailleurs. Une chose et son contraire à la fois, et par la même communauté, par la même jeunesse. Je me dis quelque part qu'ils ont été démarchés, comme Alassane l'a si bien dit, sinon politiquement parlant, c'est possible. Mais vous ne pensez pas que vous excluez qu'ils soient mieux sensibilisés, mieux informés? Si vous dites comme ça, mieux sensibiliser peut-être. Sensibiliser avec S, grand S alors. Il sous-entend quelque chose, quelques billets de banque. Tout ça c'est possible parce qu'on a vu à Bamako les politiciens, ils sont capables de tout pour faire sortir la jeunesse. C'est la moindre des choses. Parce qu'on a une jeunesse désemparée, sans travail. Bon, si c'est le cas, il faut marcher pour avoir 5 000 francs, c'est la moindre des choses. Il peut sortir la masse.
la foule pour dire oui. Mais ce que je retiens, je me dis que ce n'est pas une jeunesse très responsable quand même. Parce que tout le monde sait que la mise en place des autorités intérimaires pose problème. Parce qu'à Bamako, quand bien même, il y a une autorité pleine qui n'arrive pas à sécuriser la population. Et lorsqu'on parle de mise en place d'autorités intérimaires, vraiment il faut prier fort. On ne sait pas ce que ça va donner à Kidal, dans un coin où ça chauffe, où il y a la guerre, donc ça peut poser assez de problèmes. Donc à Tombouctou aussi, ça peut poser problème parce qu'il y a eu une jeunesse qui n'est pas prête à faire des compromissions. J'ai vu vraiment une jeunesse décidée à en découdre avec la mise en place de ces autorités intérimaires. Quand vous me dites que je suis fortement sensibilisé, c'est possible politiquement parlant. Votre avis, Yubakunate? Oui, à ce niveau, hein, moi je pense qu'il y a eu carrément un déficit de communication par rapport aux autorités intérimaires, mais aussi de la précipitation dans la volonté, n'est-ce pas, des acteurs de vouloir coûte que coûte mettre en place ces autorités intérimaires-là. Ça, c'est une explication. Mais pour ce qui est maintenant du volte-face de la jeunesse de Tombouctou, moi je ne me l'explique pas du tout. Peut-être que ça peut s'expliquer par ce que les deux devanciers ont dit. Peut-être qu'ils ont été, comment dirais-je, ont eu des bonnes informations, ou alors peut-être qu'il y a eu d'autres méthodes qui ont été utilisées pour les trucs. Parce qu'entre-temps aussi, on ne sait pas. On parle de la marche des jeunes de Tombouctou, mais quel était le degré de la marche, combien ils étaient, est-ce qu'ils étaient nombreux, est-ce que c'était représentatif de la jeunesse, tout ça. Parce qu'il est très facile de prendre l'aspect de la chose qui nous intéresse et de l'amplifier aujourd'hui. Donc on ne sait vraiment pas, on n'a pas beaucoup d'éléments, assez d'éléments sur la marche des jeunes de Tombouctou qui a, comment dirais-je, qui a soutenu la mise en place des autorités intérimaires. Donc il est difficile de se prononcer là-dessus. Et comme le disait, comment dirais-je, l'autre aussi, par rapport au truc des DDR, il y a beaucoup de dangers à ce niveau-là. Parce que les jeunes, quand vous prenez la marche des jeunes de Gao, mais leur inquiétude fondamentale, c'était quoi? Parce qu'on dit, c'est ceux qui ont des armes qui ont été prises en compte. Alors que déjà, au début du processus, au début de la pacification de Gao, le maire de Gao l'a dit ici, les jeunes de Gao ont déposé plus de 2000 armes. Ces gens, ils avaient aussi des armes. Mais depuis plus de 2 ans, ils ont déposé leurs armes. Donc, mais ils ne sont pas pris en compte en tant que tels. Et donc, ils ne sont plus considérés comme des combattants qui vont désormais déposer leurs armes pour pouvoir bénéficier des bénéfices de l'opération DDR. Donc, ça, c'est des inquiétudes et qui sont tout à fait légitimes. Donc, à ce niveau-là, dans la précipitation et dans les trucs, il va falloir que l'on trouve des formules pour que les gens, vraiment, ceux qui méritent, soit pris, comment dirais-je, dans ces processus-là. Parce qu'entre-temps, il va falloir que les uns et les autres comprennent que l'autre volet qui va venir concernant les DDR va être très très compliqué. Parce que des mouvements qui avaient, à un moment donné, avaient revendiqué 2000, 3000, comment dirais-je, combattants, aujourd'hui en sont à 18 000. Donc, à un moment donné, ça aussi, ça va être une autre explosion. Nous allons nous intéresser à un arrêt de travail. Le syndicat autonome de la magistrature était en grève de 72 heures. Le mouvement prend fin aujourd'hui même. Les magistrats semblent mécontents de beaucoup de choses. La non-satisfaction de leurs doléances relatives à l'augmentation des salaires et des primes de logement. La révision plutôt de la Constitution qui, selon eux, ne doit pas être un prétexte pour affaiblir le pouvoir judiciaire. Alors, Suleiman Drabo, que pensez-vous de ces revendications? Oui, moi les revendications des magistrats là ressemblent, toute proportion gardée aux revendications du SNESUP, le syndicat des enseignants du supérieur, au moins sur le plan des revendications salariales. Les revendications salariales que les magistrats réclament,
tout comme les professeurs du secondaire, nous sommes très élevés par rapport aux moyennes de l'État et très élevés aussi par rapport à la moyenne des rémunérations dans la fonction publique malienne. Déjà, les magistrats ont un statut particulier qui date d'un certain nombre d'années. Et il est légitime, je pense, qu'il veuille que ce statut change et que le salaire augmente. Mais la proportion demandée par les magistrats me semble trop élevée pour que le gouvernement l'accepte aujourd'hui. Parce que on est dans un pays de précédent. Si on ouvre la porte à un certain nombre d'augmentations de salaires pour certaines corporations, cela signifie que d'autres corporations seront en droit de réclamer et d'obtenir des avantages similaires au premier. Donc, de ce point de vue, le gouvernement, il y a peu de chances du côté du gouvernement que ces revendications soient acceptées, au moins dans l'État. Pour ce qui est de la Constitution, je pense que je ne sais pas sur quelles informations le syndicat des magistrats se base pour dire qu'on veut remettre en cause le statut de la justice dans l'architecture institutionnelle au Mali. Mais le projet personne n'a encore vu de projet de réforme constitutionnelle et la commission qui a été mise en place vient juste de commencer à travailler. Je pense que au moins il faut attendre un peu de voir qu'est-ce que cette commission propose et encore ce qu'elle fait c'est proposer. Et je pense qu'après le stade de la commission, il y aura un certain nombre de discussions sur certains points ou d'autres. Donc, je pense que ce combat, il est un peu prématuré. Je crois qu'il est plutôt fait pour masquer les revendications salariales. Hassan Kone. Et oui, bon, c'est de leur droit et en tant que syndicat. Je constate que dans une république qui se dit démocratique, c'est de leur droit de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais ce que je peux simplement dire par rapport à cette revendication, je trouve peut-être que ça c'est mon avis personnel, hein, le moment est un peu mal choisi. Parce que je me dis, pour qui connaît la situation dans laquelle l'État malien se trouve aujourd'hui, et c'est vrai, certains vont me dire que le train de l'État est orienté vers le gaspillage. Il faut peut-être organiser mieux les finances publiques aujourd'hui, éviter certaines dépenses pour nous concentrer sur la sécurité et la défense de la République d'abord. Donc, par rapport à ce point, je suis bien d'accord qu'un syndicat revendique l'amélioration de ses conditions de travail, mais pour moi, le moment est un peu mal choisi. Il faut qu'on sorte d'abord de cette situation tumultueuse où la République en tant que telle est balbutiante. La nation, en certains domaines, n'existe même pas. Il faut qu'on travaille d'abord pour que cette nation-là existe, que cette République-là existe, pour pouvoir poser certaines revendications catégorielles. Ami Sanogo, comment voyez-vous les revendications du syndicat autonome de la magistrature? Bon, moi, ça me donne du tournis parce que ce n'est pas le moment choisi pour faire des revendications salariales. Je pense que les magistrats, ils ont les plus gros salaires. Ils ont des salaires très exorbitants. Ils sont dans de très bonnes conditions. Je les envie beaucoup. Parce que c'est la corporation la plus riche de notre administration publique. Et je les aide vraiment à mettre beaucoup d'eau dans leur verre. Sinon, ça ne va pas. Même si l'État, nous avons un État très dépensier pour le moment, mais quand même, ce n'est pas le moment choisi pour faire une déclaration de guerre et de revendication du droit. Oui, va connaître. Oui, moi, à ce niveau, moi j'étais à la conférence de presse. Peut-être je vais un peu éclaircir l'alterne. C'est-à-dire que le contexte dans lequel le représentant de la magistrature a tenu le langage sur la réforme de la Constitution, il a dit très clairement, nous n'avons pas d'informations officielles, mais nous avons des informations, des échos, des rumeurs qui nous parviennent. C'est sur cette base-là, il a été très clair qu'il s'est prononcé, il a dit, si ces informations-là sont fondées, voilà notre réaction, voilà notre réaction. Il a été très prudent quand il faisait, comment dire, ce commentaire-là. Il a dit, nous n'avons pas d'informations officielles, mais voilà les informations que nous avons qui viennent des coulisses et les rumeurs. Mais par rapport, n'est-ce pas, à la recherche, à la revendication pour l'amélioration des conditions salariales, moi je pense qu'il y a une situation vraiment de truc. C'est-à-dire que quand vous écoutez les magistrats qui font la comparaison avec
les salaires de leurs confrères du Sénégal, des autres pays de l'UEMOA, quand vous les écoutez sur ce plan-là, vous êtes totalement d'accord avec eux. Mais maintenant, quand vous planquez cette situation vraiment à la réalité malienne, il y a un peu de décalage. Alors, et ça pose un problème. Maintenant, cela est compris. Déguerpissement, le mot est sur beaucoup de lèvres ces jours-ci à Bamako. C'est évidemment à la suite de l'opération de déguerpissement des commerçants, une opération diversement appréciée par les uns et les autres. Pensez-vous que l'opération ira jusqu'au bout et qu'on n'assistera pas prochainement au retour des déguerpistes sur les mêmes lieux? La question, je la pose à vous, Souleymane Drabo. Bon, si on se base sur l'histoire de Bamako, on peut être pessimiste parce que chaque fois qu'il y a eu des grandes opérations de développement, les gens sont revenus quelques mois après. C'est-à-dire que les autorités sont dépassées par l'opiniâtreté et elles baissent les bras par usure à la fin. Mais cette fois-ci, je pense que le mouvement a été beaucoup plus vigoureux que ce qu'on a vu par le passé. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu je ne peux pas dire un coup de balai parce que c'est triste à dire pour les gens qui sont partis, mais un déguerpissement de cette importance et avec ces moyens, les moyens déployés et le nombre de sites dégagés en très peu de temps. Donc, je pense qu'il y a une volonté très forte au niveau des pouvoirs publics d'assainir la situation avant le sommet. Et donc je peux dire que d'ici le sommet, bon, on peut dire qu'on aura que les automobilistes pourront circuler tranquillement dans les rues de Bamako et les piétons aussi. Et après le sommet, c'est déjà une autre affaire. Hassan Koné, très rapidement. Bon, moi je suis quand même un peu sur cette question de déguerpissement. Je suis bien d'accord, hein, il faut embellir la ville. Hein. Il faut dégager les encombrements, je suis bien d'accord. Mais le motif qu'on dégage par rapport au sommet, je suis un peu sceptique. Ce sommet, pour moi, est fait pour rendre des êtres humains heureux. Si à la faveur de ce sommet, et tout le monde sait que le problème de l'emploi au Mali, c'est l'informel qui est vraiment prisé. Et c'est des milliers de personnes, des milliers de familles. Et puis la période choisie, l'hivernage. On a bien dit dans ce pays qu'on ne cassait pas, on ne détruisait pas pendant l'hivernage. Mais c'est pas l'hivernage, on a décidé de tout balayer d'une certaine manière. Moi, j'ai un peu d'inquiétude parce que c'est des gens qui sont mis au chômage. Ils ne pourront pas travailler. On doit aussi penser à leur famille. C'est bien vrai, on va faire un sommet, mais le sommet, ça remplit la marmite de qui? Ami Sanogo. Moi, je voulais faire d'abord un constat parce que la ville est perçue comme le symbole de la modernité, le lieu de toute opportunité, quoi. La grande ville fascine les ruraux. Bon, y venir, c'est-à-dire c'est échapper au poids des traditions du village, à l'autorité des anciens, à l'obligation de solidarité communautaire aussi, quoi. Bon, l'investissement individuel et l'épargne, il trouve sa place, quoi. Bon, aujourd'hui, Bamako fait à peu près 26, la superficie fait aujourd'hui 26 km², avec 69 quartiers, dont 26 spontanés. Donc, on a 59 marchés. Bon. Déguerpir ces gens aujourd'hui, la plupart de ces gens-là, ce sont des ruraux qui viennent pour faire fortune à Bamako. Donc, l'exode rural, c'est l'un des principaux facteurs de la croissance de la grande ville. Merci, Ami Sanogo. Donc, c'est sur ce propos que s'achève le forum de la presse. Merci de l'avoir suivi. Le prochain forum, c'est donc dans une semaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.